m'a proposé d'appeler cette conversation « Faire bouger les lignes », parce qu'au fond, on prolonge de cette manière le programme lui-même, ligne de fuite, ligne de vie, et ce qui vient d'être expliqué par Florence, les entrecroisements de lignes. Mais pourquoi faire bouger les lignes? Après tout, si elles sont là, elles peuvent rester statiques, alors pourquoi faire bouger les lignes? Là, je crois que nous avons tous les deux une sorte de sentiment d'urgence, parce que c'est ce que les scientifiques appellent l'ère de l'Anthropocène. Nous sommes entrés, nous disent-ils, dans une nouvelle période. Alors on discute pour savoir si c'est une ère ou simplement une période, peu importe, mais une période dans laquelle l'humanité est capable d'influencer le cours de la planète, de modifier l'équilibre planétaire. Et en même temps, et moi j'appellerais ça le paradoxe de l'Anthropocène, en même temps l'humanité semble tout à fait incapable de réussir à se maîtriser elle-même, à s'organiser. Il y a, dans le domaine juridique, il y a des droits nationaux, il y a un peu de droit international, mais il n'y a pas de droit mondial. Et on reste quand même très attaché à l'idée que le droit s'identifie à l'État. Or, la plupart des grands problèmes actuels, à commencer par les problèmes d'environnement et les problèmes climatiques, peuvent à l'évidence pas être traités par un État tout seul. Même une superpuissance comme la Chine ou les États-Unis ne peut pas modifier le climat, améliorer le réchauffement climatique ou éviter le réchauffement climatique toute seule. Donc il y a une sorte de paradoxe. Au moment où nous apparaissons comme puissants par rapport aux forces géologiques, en même temps nous apparaissons comme impuissants, incapables même de nous organiser nous-mêmes. Mais Gilles Clément va plus loin que moi, parce qu'il pense que l'Anthropocène, ce n'est pas le pire, et qu'il y a peut-être un autre terme je lui laisse le plaisir d'employer lui-même. En tout cas, l'idée, notre point de départ, c'est qu'il y a une certaine urgence. Face à l'évolution actuelle de la planète et de l'humanité, il y a une urgence à faire bouger les lignes. Et on y reviendra tout à l'heure pour vous dire comment, selon quelle articulation, nous essayerons de faire bouger les lignes en faisant interagir en fait le paysage et le droit. Je vous laisse enchaîner. Alors, j'enchaîne sur ce que j'imagine être l'Anthropocène. En fait, je le place à la naissance même du jardin, c'est-à-dire le moment où les premiers humains en errance ou en vagabondage, enfin en nomadisme sur la planète, se posent tout à coup, créent leur premier site sur lequel ils vont s'installer et finalement un jardin, peut-être une maison. À partir de ce moment-là, pour le coup, il y a un changement, une transformation dans le paysage. Ils font bouger les lignes, là, vraiment, mais c'est les premiers à le faire. Et ils vont faire quelque chose de très particulier, qui est de créer un lieu qu'on va appeler un jardin plus tard, qui est un enclos, dans lequel ils vont mettre les plantes que, par exemple, ils allaient chercher en se promenant, enfin en voyageant dans cette transhumance planétaire, et aussi les animaux. Et comme ils vont aller, avec la technologie grandissante, de plus en plus loin, de plus en plus facilement, ils vont rapporter dans cet enclos des espèces qui viennent de plus en plus loin. C'est là le début même du brassage planétaire, qui aujourd'hui est partout, et c'est parce que les plantes, les animaux se sont échappés des jardins, ont gagné tous les espaces, mais il est né, à mon avis, au début de l'Anthropocène, c'est-à-dire au début de la transformation du paysage par les hommes. Après, ce que l'on attribue à l'Anthropocène, qui est la force tellement importante que ça peut avoir une incidence, y compris sur la géologie de la planète, sur le climat, là, je pense que c'est beaucoup plus tardif, c'est beaucoup plus près de notre époque. C'est le moment où, j'appelle ça l'illusion de la maîtrise, on imagine qu'on sait tout faire, on industrialise n'importe quelle activité et on travaille de telle sorte qu'on a ce sentiment de pouvoir aller extrêmement loin sans se rendre compte en réalité de ce que l'on fait, parce que c'est pour moi plutôt le milieu du 19e siècle.
C'est à peu près cette époque. Et ça, c'est le Stupidocène, ça s'appelle. Voilà, Comme je ça. trouve que c'est une très belle expression. Parce que il y a eu une perte à ce moment-là de la compréhension du lieu que l'on habite. On a juste simplement fait comme une foi, comme une espèce de nouvelle église où on a une totale confiance en une maîtrise qui est celle de la chimie, de la mécanique, de la science et du reste. Donc je le déplace dans le temps, mais j'utilise aussi le mot anthropocène. Alors, en fait, vers quoi allons-nous à travers ce stupidocène ou anthropocène tel que vous le décrivez? On ne sait pas exactement, parce qu'il y a plusieurs voies possibles, mais elles sont toutes un peu inquiétantes. Il y a la voie du grand marché, c'est-à-dire l'ensemble des échanges planétaires devenant l'élément déterminant des choix de société. Au fond, le grand marché, je dirais qu'il s'organise autour d'un dogme, qui est le dogme du profit, le dogme de la croissance. Et c'est un dogme très difficile à évacuer, très difficile à contester. Mais la situation est complexe parce qu'il y a d'autres dogmes qui apparaissent à l'horizon, avec vous savez, le fameux courant post-humaniste et l'intelligence artificielle ultra développée. Il y a ce qu'on nous annonce de façon positive comme l'homme augmenté. En fait, c'est pratiquement le surhomme, parce que le terme anglais enhancement, ça veut dire placer au-dessus. Et là, je dirais que le dogme, c'est le dogme de la performance, qui devient le moteur principal. Ça nous conduit, peut-être aussi vite ou plus vite encore que le grand marché, vers une impasse. Et puis, il y a encore une possibilité, peut-être que les trois peuvent se combiner d'ailleurs, c'est l'État-nation, le dogme de la souveraineté nationale, qui reste très présent, mais avec des dérives que l'on connaît, même en France, vers un état de surveillance, une société du regard permanent. C'est le dogme de la sécurité à tout prix, c'est le dogme du risque zéro. Alors tout à l'heure, Marie-Claude a parlé du poteau noir. Effectivement, je me demande quelquefois si on n'est pas dans quelque chose qui ressemblerait au poteau noir. Le poteau noir, c'est un langage de navigation. Ce sont les navigateurs, alors surtout au temps de la marine à voile, qui se retrouvent dans une zone de l'océan où se croisent les alizés du nord et du sud, extrêmement violents. Là, de deux choses l'une, où le bateau reste paralysé parce que les vents se neutralisent, donc on ne bouge plus, ou alors le bateau fait naufrage parce que les vents se heurtent violemment, il y a des tourbillons et le bateau fait naufrage. On peut craindre, on peut se demander si on n'est pas quelque part dans le poteau noir. Au niveau européen, c'est assez clair. Au niveau mondial, ça me paraît une question à poser. En tout cas, en partant de ce constat, au fond, ce que nous avons essayé de tenter, ce que nous allons essayer de tenter devant vous, avec vous, c'est de dire pourquoi ne pas faire interagir le paysage et le droit. L'approche d'un paysage en mouvement, qui est celle de Gilles Clément, l'approche d'un droit en mouvement, qui est la mienne. Et alors, interagir, ça joue dans les deux sens. Ce n'est pas l'un qui détermine l'autre, ils se codéterminent. Donc, ce que nous voudrions mener comme réflexion, c'est d'abord poser la question, le paysage en mouvement peut-il être une métaphore pour représenter, pour comprendre ce droit en mouvement que nous avons du mal à nous représenter parce que les juristes traditionnellement ont une vision statique des choses. Le droit est souvent symbolisé par des piliers, par des socles, par des fondations, même par la fameuse image de Kelsen, la pyramide des normes. Tout ça est extrêmement statique, ça fait penser à un langage d'architecte. Mais en même temps, on voit avec un droit en mouvement d'autres métaphores possibles, et là, le paysage peut nous aider à comprendre les mouvements actuels. C'est pour ça qu'il y a quelques années, quand les géographes qui se réunissent, vous savez, tous les ans dans un grand colloque international à Saint-Dié, c'est un peu le Blois des géographes, ils m'avaient demandé de venir présider leur réunion, et le thème qu'ils avaient choisi, c'était le paysage. Et c'est le moment où j'ai commencé à réfléchir sur la question, est-ce que le juriste est un architecte
comme on a tendance à le présenter, tout le langage juridique est un langage d'architecte, ou est-ce que ce n'est pas plutôt un paysagiste? Et la question m'a amené à commencer à réfléchir dans quelle mesure donc le paysage en mouvement peut être une métaphore pour représenter le droit en mouvement. Et puis après, nous nous poserons la question inverse, est-ce que le droit en mouvement peut devenir un instrument? Ça rejoint certaines analyses qui ont déjà été présentées ici. Est-ce que le droit en mouvement peut devenir un instrument pour le paysage et plus précisément peut-être pour inventer ce que Gilles Clément appelle un jardin planétaire? Alors voilà un peu la façon dont nous allons entrecroiser là aussi, mais cette fois-ci la représentation juridique et le paysage. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un paysage en mouvement? Alors, on va voir quelques images. Juste avant de voir ces images, je redonne ma vision des termes, à propos des termes que vous avez employés sur le jardin en mouvement, plus que le paysage en mouvement, mais c'est la même chose. Et le jardin planétaire, il s'agit, pour ce qui est du jardin en mouvement, d'une considération des dynamiques naturelles, qu'elles soient visibles ou invisibles, des plantes et des animaux. Et si le terme est arrivé comme ça, c'est parce que dans ma manière de gérer, je me suis mis en position de respecter un déplacement physique des espèces sur le terrain. Ce qui fait que même les vagabondes sont acceptées, elles transforment le paysage, elles bougent les lignes, justement, alors qu'on a tendance, dans l'art du jardin, à vouloir les laisser toujours où elles ont été dessinées sur la table à dessin. Les vagabondes, c'est joli comme terme. Il y en a plein. Quelquefois, on ne les aime pas, mais moi, je les aime beaucoup. Le jardin planétaire, c'est plus... Alors, voilà, l'idée serait d'inventer un jardin planétaire vivable. Mais en fait, c'est un constat, le terme jardin planétaire. Pour l'instant, est-ce qu'il est encore vivable? Oui, un peu, mais il risquerait de ne plus l'être. Constat parce qu'il s'agit pour différentes raisons, voilà, trois raisons. Le brassage planétaire, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est né du jardin, oui, mais on est sur la planète dans un état de brassage absolument de toutes les plantes, tous les animaux, bien sûr les humains, dans un espace fini, c'est la deuxième raison, c'est le mot jardin qui veut dire enclos, donc on est dans un espace fini. Or, la vie, toutes ces espèces issues du brassage qui se rencontrent sur tous les continents, elle est limitée à l'épaisseur du vivant qui est la biosphère, on est dans un enclos. Et puis la troisième raison, c'est la couverture anthropique. Le jardinier, il est partout dans son jardin, et l'homme, il est partout sur la planète, d'où l'anthropocène d'ailleurs. Alors voilà. Donc c'est pour ça aussi, je montre quelques images, et puis on reprend la discussion si vous voulez, ou sinon vous m'arrêtez, mais il n'y a aucun problème, on peut dire stop. On regarde les images. Voilà. Alors nous voilà sur cette planète, Ignoré qui me l'a passé, cette image disait que le fait de voir les nuages donnait l'impression de la vie, puisqu'ils changent de place sans arrêt à chaque tour de son navire de l'époque, dans l'espace. Ça, c'est la biosphère dont je vous ai parlé. C'est notre espace de vie. Voilà les limites du jardin planétaire. C'est 10 000 mètres, un peu plus, peut-être 11 000 ou 12. Bon, 8 000 en dessous, c'est pas grand-chose. Hein. C'est une petite pellicule. C'est un enclos, c'est le jardin, selon la définition du mot. Voilà notre condition de vie. Je finirai par l'eau aussi, mais je vous en parle comme ça. Nous vivons apparemment entre la couche de nuages et l'eau. En fait, c'est une illusion, on est dans l'eau. On est aussi dans l'eau. On est dans l'eau ici. Il y en a, on ne la voit pas. Les conditions de la condensation n'y sont pas. Elles y seraient, on verrait une brume. On a de l'eau dans le corps. Il y a de l'eau absolument partout et on ne peut pas vivre sans eau. Et vous avez vu dans le schéma précédent, la flèche, ça se recycle tout le temps. L'eau, alors on va boire de l'eau. Elle a déjà été bue par des plantes, par des animaux, par des humains. Elle est rejetée. Elle va dans les ruisseaux, elle s'évapore. Dans la mer, ça fait des nuages, ça tourne autour de la planète, ça nous retombe dessus, on ne sait pas d'où elle vient. Et ça, c'est une condition de partage obligée. Là, pour le coup, je reviens, là, ça arrive direct sur la question juridique. À qui appartient l'eau ? À personne, évidemment. Donc ça, c'est voilà. Alors, c'est un premier constat. Dans ce jardin planétaire où nous sommes dans ces conditions de vie et d'obligation de vie,
il y a eu toute une période où on a commencé, on a vécu avec ces éléments-là, puis une autre, que je situe plutôt à la fin du 19e, où on commence à avoir une idée de la maîtrise de l'espace qui nous amène à un peu évacuer toutes les conditions de complication de vie qui étaient la prise en compte de la diversité comportementale et de la diversité tout court. Alors ça naît avec les machines et les produits, et je tire ces images de ce, comment il s'appelle, le compas. Je ne sais pas si vous connaissez le compas à Trappes. C'est un bâtiment qui est destiné plutôt aux expositions sur l'agriculture. Alors vous avez ici le moment où le chaperon rouge est très content. Il a son tracteur. Le loup, lui, il est maigre. Hein. Ça ne va pas du tout. Le gentleman farmer a son tracteur aussi, on ne rigole pas. Après l'ouvrier aussi quand même, hein, Renault se venge. Voilà. Tout ça, c'est des matériaux issus de la guerre, il faut le savoir. C'était des tanks. Les engrais chimiques aussi, c'est issu de la guerre. Mais on dort puisqu'on ne travaille plus, puisque forcément, hein, la chimie fait tout. Voilà, le nitrate de chaux, c'est émerveillant. L'azote, fantastique. Hein. Je n'ai pas inventé ces images, je ne les ai pas fabriquées. Hein. Je vous assure que c'était la publicité de l'époque. C'est voilà, la potasse d'Alsace. Donc tout va bien. Et puis les pesticides, les herbicides, pesticides surtout à l'époque. Et on l'enseigne. Et on l'enseigne, et bizarrement, on l'enseigne encore aujourd'hui. On n'a plus les mêmes images, hein, c'est d'accord, mais on dit à peu près la même chose. Donc on continue de se figurer qu'on maîtrise la situation et qu'on dort après comme ça. Bon, on sait bien que ce n'est pas vrai. Parce que pendant tout ce temps-là, on n'est pas rentré dans la compréhension, ce que moi j'appelle le génie naturel, qui sont ce que les plantes et les animaux ont mis au point pendant des millions d'années pour parvenir à survivre et arriver jusqu'à nous. Pendant ce temps-là, et là, ça va avec les notions de paysage qui ont été, je crois, développées dans le colloque précédemment. C'est les changements de paysage et les changements de sa lecture, évidemment, mais les transformations très, très rapides ces dernières années. Avec ces outils et ces machines, on va plutôt aller dans les terrains plats, comme ici la plaine de l'Alnier, et abandonner les monts du Forêt parce que c'est trop pentu. Là, on est dans la Creuse. Vous voyez une image d'il y a début du siècle dernier. Et aujourd'hui, c'est juste à côté. Hein. Ce sont des forêts. C'est-à-dire que les parties qui ont... C'est pas dramatique parce que c'est un gain de biomasse arborée qui produit de l'azote, hein, de l'oxygène. C'est mieux. Et c'est pas mal pour nous. Mais ça montre bien comment le paysage s'est complètement transformé. J'appelle ça l'inversion du paysage. L'inversion du paysage, les parties incommodes qui étaient ouvertes se ferment, les parties commodes qui étaient cloisonnées comme ça, où là, il y a déjà une fermeture très forte. Hein. Mais vous voyez ici, on voit le début de ces parties qui sont complètement boisées, qui avant étaient des landes et des parties ouvertes, puis d'autres qui étaient des anciens bocages et qui s'ouvrent. C'est le remembrement. Donc c'est des grandes transformations sous la pression industrielle. Alors je passe assez vite, mais vous voyez ici, vous avez un peu tous les cas de figure avec l'ouverture progressive, jusqu'à ce que ça devienne des tableaux abstraits. Et en même temps, quelque chose de terrible qu'on n'a pas évoqué, mais là, je ne sais pas comment ferait la juriste, que les villes qui arrivent et qui mangent le garde-manger, qui s'installent sur les terres agricoles. Il y a un département français qui disparaît tous les, je ne sais plus combien maintenant, je crois que c'est tous les 7 ans en surface agricole. C'est dramatique. Ça, c'est en France. Hein. C'est peut-être comme ça ailleurs aussi. Voilà. Donc, on en arrive à ce paysage industrialisé, tout à fait particulier, qui n'existait certainement pas il y a encore un siècle, un peu partout dans le monde. Alors là-dessus, je ne l'ai pas inventé non plus, hein, je promets. Là-dessus arrive toute la spéculation selon un modèle économique très particulier, et qui est celui que je caricature un peu sous la forme d'un système vertical qui nous tombe dessus pendant que naissent des petites initiatives locales, atomisées, et qui correspondent à des économies de production et de distribution. Ce système-là va-t-il s'effondrer ou pas? On n'en sait trop rien, mais on est justement, comme le disait Mireille, dans cette phase d'incertitude.
Alors ça pourrait arriver à cette espèce de mélange entre des initiatives issues du monde précédent dans son économie, modèle économique du passé, et de modèle économique nouveau, une hybridation, mais avec toujours sans doute l'obligation d'un circuit court, chose qu'on évoque très peu, à part les petites opérations, mais que l'on réalise peu. Vous voyez ici les petites flèches, et les grandes, c'est plutôt pour l'immatériel, mais pour le matériel, on serait dans un nouveau calcul, si vous voulez, de la dépense écologique de toutes les fabrications, les transmissions, les transports, etc. Et dans l'obligation du recyclage. Ça, on est dans un espace fini. Alors, j'ai mis plein de petits papillons là, aux quatre vents du monde, de Mireille, qui parle de la question de l'espace fini à plusieurs reprises. On pourra regarder si on a le temps, je ne sais pas. Et je continue sur les images, mais si vous voulez, je m'interromps ou je ne m'interromps pas? Le quoi? Je n'interromps pas les images, je continue. Ah, comme vous sentez. Je continue. Continuez. Juste un petit exemple un petit exemple du recyclage, parce que dans tous les images que vous montre sont plutôt des questions que des réponses données. Ce sont des questions. Mais il y en a parfois, puisqu'on fait des réalisations, quelques réponses quand même. Hein, mais ce sont des réponses très partielles. Recyclage, 8 hectares de jardin de l'école normale supérieure de lettres à Lyon, dans le quartier de Gerland. Une partie rassurante, le gazon tondu, une partie qui ne l'est pas. On a un mode de gestion différencié avec une fauche sur les prairies et une gestion générale du jardin en mouvement, aucun pesticide, aucun herbicide. Et là-dedans, avec cette diversité que l'on valorise comme on la peut, on accepte les vagabondes. Pour information, ça c'est un Éremurus planté, ça c'est une vagabonde qui est arrivée, et c'est une molène. Hein. Donc les jardiniers sont d'accord avec ça. On intègre les exotiques aussi. On trace des chemins en fonction des nécessités, des importances des espèces qu'on va trouver ici ou là, mais ces chemins vont changer. C'est le cœur même du jardin en mouvement. On fait une fauche, on fait les foins à Lyon, et on les donne à manger aux moutons qui sont là. Ils sont gentils, c'est des moutons de Soé. Ils n'ont pas besoin qu'on s'occupe trop d'eux, ils mangent l'herbe et tout va bien. Alors avec les paillages, les BRF, qui sont des broyats raméales fragmentés, le compost et les moutons, on n'envoie plus à la poubelle, à la déchetterie, la matière organique qu'avant on envoyait. On recycle tout sur place. Ça, pour moi, parce que c'est fou d'aller jeter de la nourriture. Les plantes, c'est de la nourriture. C'est un humus en fabrication qui va nourrir d'autres plantes. Pourquoi ne ferait-on pas ça? Pourquoi n'adopterait-on pas un modèle économique du recyclage? C'est pas facile pour nous, ça l'est plus facile pour un jardin, mais en général, bon. Donc ça, c'est l'ENS. Et là, j'arrive et j'ai 3 questions à poser à Mireille Delmas-Marty. L'une, c'est les PNPP. Ce sont des questions, il y en a 4 en fait. Biens publics mondiaux? Pas du tout. PNPP, c'est les produits... Oui, PNPP. C'est les produits naturels peu préoccupants. Ouais. J'ai rien inventé non plus. Hein. C'est une catégorie. Mais il faut croire que ça préoccupe quelqu'un. Vous êtes d'accord? Le deuxième, c'est le sol. Le troisième, c'est le génie naturel. Le quatrième, c'est l'eau. Alors, PNPP, en 2006, passe la loi d'orientation agricole qui nous interdit l'usage des produits de fermentation qu'on appelle les purins, le purin d'ortie, de prêle, de consoude, de ce que vous voudrez. C'était tellement scandaleux, puisque c'est un accès aux biens gratuits, qu'on a dit on ne peut pas continuer à... Donc on est passé, on a fait il y a eu des articles, il y a eu des émissions, il y a eu aussi des amendes, hein, des gens qui ont payé, ceux qui commercialisaient le purin, etc. Bon, moi j'ai fait un jardin d'orties. Comme ça, au moins, on s'est réglé la question. C'était à Mel. Il y avait heureusement les orties qui étaient là.
Vous voyez, tout ça, c'était des orties parce qu'il y avait une pollution et trop d'azote, donc le sol était eutrophisé, on était rhodia à l'époque, et ça faisait pousser plein d'orties qui ont besoin d'azote. Hein. Si j'aurais voulu, moi, les planter, les orties, j'aurais eu du mal à les faire vivre. Hein. Et donc, c'était le tracé de chemin, fabrication d'une passerelle, fabrication, je passe vite, hein, d'un filtre pour faire la démonstration du filtrage du purin. On taille un peu les orties pour que les gens ne se piquent pas, c'est un parc public. Voilà le filtre. On fait la démonstration, c'est tous les vendredis. Et là, on donne aux visiteurs qui viennent aussi pour le marché un flacon de purin, gratuitement, hein, c'est donné. Hein, sinon, on va en prison. Alors ça, les PNPP, c'est donc un vrai grave problème. Ça veut dire que l'on n'aurait plus le droit de se servir de ce que la nature nous donne. Mireille, on fait comment? Moi, je suis jardinier. Moi, je vais chercher ce qui est autour de moi. Je vais ramasser, même glaner. Je vais ramasser des noix, des noisettes et des trucs qui tombent, des châtaignes, je ne sais pas. Et on n'a plus le droit. Mais pourquoi? On n'a plus le droit de se servir des orties, mais pourquoi? Qui a décidé ça? Forcément, c'est des lobbies qui, eux, fabriquent les produits et qui mettent un brevetage. Mais c'est inacceptable. Mais comment on accepte ça? Donc, grave. Pour moi, je trouve ça très grave. Deuxième problème, et là, malheureusement, on ne l'a vraiment pas résolu du tout, c'est la richesse invisible. Là, on parlait de la richesse du bien commun visible. Mais le bien commun invisible, pour nous, tout ce qui se passe dans le sol, et on ne peut rien obtenir si on n'a pas la richesse du sol. Aujourd'hui, les sols sont artificialisés, on leur apporte les engrais, parce que c'est les mêmes qui produisent les semences des engrais, vous savez. Voilà. Je fais un projet qui s'appelle le protocole de Saclay, à la demande de l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, et pour remettre la vie dans le sol. 17 hectares. Le sol, c'est du maïs, donc c'est du béton. Voilà. Du début à la fin, hein, des semis jusqu'à la récolte. D'accord ? Le projet est le suivant, coupé en 16, ça aussi c'était prévu pour être un parc public. Des protocoles différents de paillage, de culture ici et ça, un cadre d'agroforesterie, une parcelle témoin, de bois et 3 relevés chimiques de la qualité des sols sur environ une dizaine d'années, il faut 7 à 10 ans. Et là, on demande un laboratoire, l'AEV, l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, est complètement d'accord, ça l'intéresse beaucoup, il y a même 2 ingénieurs de l'INRA que ça intéresse beaucoup, puis subitement, tout change. On ne voit plus les mêmes personnes intéressées, on est au téléphone, et on me dit, on ne peut pas faire ça, l'INRA me dit ça. C'est une parcelle hétérogène. Je dis, mais pourquoi? Non, bon, on va changer de parcelle, ok. Oui, mais on ne peut quand même pas le faire selon votre protocole, il faut continuer en conventionnel. Mais on cherche à passer en bio. On cherche à remettre la vie dans le sol, qu'on a tué, qui est la richesse gratuite qui nous permet d'obtenir tout ce qu'on obtient sans aller chercher les engrais et sans s'empoisonner. Ah non, on ne peut pas le faire. Mais je dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Non, il faut qu'on... Enfin, m'énerver. Bref, elle a répondu cette chose incroyable. Elle dit, parce que si on le fait, il pourrait y avoir des plantes qui poussent. Ça non plus, je ne l'ai pas inventé. Donc, c'est vous dire, c'était il y a 1 an et demi. C'est pas vieux. Bon. Donc, comment on fait, Mireille? Deuxième question sur les sols. Je n'ai pas de réponse évidente et immédiate, en fait, parce que ce qui est en arrière-plan de ces questions très précises, c'est une réflexion sur le rôle du droit et la façon, par le droit, d'appréhender les problèmes de société actuelle. Alors, vous parlez quelque part de sorte de gouvernance qui, à l'heure actuelle, est technocratique, en disant comment imaginer une gouvernance non technocratique. Et effectivement, c'est là qu'on a besoin de renouveler la pensée juridique elle-même. Il a fallu renouveler la pensée scientifique et il est peut-être temps aussi de renouveler la pensée juridique. Et c'est là que je retourne en quelque sorte l'interrogation en disant, est-ce que le constat que vous faites sur la manière dont le vivant se transforme dans le paysage ne peut pas nous aider à transformer notre vision du droit? En fait, ce dont on aurait besoin, c'est non pas de construire des systèmes juridiques bâtis sur la notion d'indépendance et de souveraineté solitaire. Chaque État fait ce qu'il veut sur son territoire national
Et alors ça peut arriver à des aberrations technocratiques, comme ça peut arriver à des résultats plus satisfaisants, mais c'est totalement aléatoire. Comment remplacer donc cette notion d'indépendance territoriale, parce que c'est comme ça que le droit se construit, en une interdépendance. Et je crois que là, on aurait besoin de l'aide des paysagistes notamment, pour insister, des anthropologues aussi, Philippe Descola a beaucoup travaillé là-dessus, pour insister sur les interdépendances. Nous sommes dans un monde interdépendant. Alors il y a interdépendance au niveau des États, donc la gouvernance en réalité devrait être mondiale quand les problèmes sont mondiaux, ce qui ne veut pas dire que, étant mondiale, elle est uniforme. Une gouvernance peut être mondiale et différenciée, mais avec des objectifs communs. Donc les interdépendances entre humains peuvent être résolues, et surtout le point le plus difficile qui est mal inscrit à l'heure actuelle dans le champ juridique, ce sont les interdépendances entre les humains et les êtres non humains, les vivants non humains. Alors là, il n'y a pas véritablement de texte, sauf une déclaration qui avait été faite, vous vous souvenez, il y a eu un sommet de la Terre à Rio en 1992. Et là, il y a eu cette déclaration, la Terre forme un tout, foyer de l'humanité forme un tout marqué par l'interdépendance. Donc je crois que, quand je disais tout à l'heure qu'on pourrait essayer d'utiliser le paysage comme une métaphore pour penser, sous-entendu, pour renouveler la pensée sur le droit, il y a d'abord ce concept d'interdépendance. Vous dites oui, dans ce livre, que je conseille à tout le monde, aux 4 vents du monde, en pratique, le choix sera sans doute différent selon que l'on privilégie un humanisme anthropocentré qui sépare l'homme de la nature pour le situer au centre du monde, ou un humanisme d'interdépendance qui place l'homme dans l'écosystème dont il fait partie. Je trouve qu'on est au cœur du problème là. Oui, c'est vraiment la question centrale. Et alors, en fait, l'interdépendance, c'est un fait. Mais encore faudrait-il qu'il soit reconnu comme tel, qu'on ne vive pas sous l'illusion d'une indépendance qui n'existe plus, ou en tout cas de façon très partielle. Alors si on admet, si on reconnaît que l'interdépendance est un fait, à ce moment-là, les choses s'enchaînent, se reconstruisent, se repensent dans une autre logique. Parce que interdépendance, ça nous amène à solidarité. Alors là, c'est plus un fait, la solidarité, ça devient une nécessité face aux interdépendances. La réponse ne peut être que solidaire. Et je dis à ceux qui craignent de voir perdre la souveraineté nationale, la souveraineté des États, je dis on ne la perd pas, on l'augmente. C'est-à-dire qu'au lieu d'une souveraineté solitaire, qui s'exerce uniquement pour protéger et défendre les intérêts nationaux, on passerait à une souveraineté solidaire qui ajoute à la défense des intérêts nationaux, à la protection des intérêts nationaux, celle des biens communs. Voilà. J'ai mis 5 étoiles. Hein. Ah, 5 étoiles. Ah oui, parce que je mets des étoiles. Vous dites, en intégrant des objectifs communs dans leur système national, les États ne perdent pas leur souveraineté, ils la transforment en souveraineté solidaire. On pourrait presque dire planétaire. Oui, c'est l'idée sous-jacente. Et alors, cette logique-là, interdépendance, solidarité, sous la forme souveraineté solidaire notamment, il y a d'autres formes de solidarité, là c'est au niveau des États, il y a des solidarités un peu à tous les niveaux. Ça nous amène à un troisième élément qui est l'idée de responsabilité. Parce que l'effet paradoxal de la mondialisation, c'est qu'en réalité, les pouvoirs dominants, disons, qui sont les pouvoirs politiques des États, mais aussi les pouvoirs économiques des entreprises multinationales, dont certaines ont des budgets beaucoup plus importants encore que ceux des États, certains États. Alors, ces pouvoirs, pratiquement, s'exercent à l'échelle globale sans qu'il y ait de responsabilité afférente. C'est-à-dire qu'ils peuvent les exercer et il n'y a pas de moyens ou très peu de moyens juridiques de mettre en cause la responsabilité des États ou la responsabilité des entreprises.
Il y a des petites avancées qui sont souvent faites d'ailleurs par des juges nationaux parfois, par des juges internationaux aussi. La Cour pénale internationale, par exemple, quand elle enquête maintenant sur les crimes contre l'humanité, a fait entrer dans ses priorités de travailler sur les pratiques d'accaparement des terres. Alors c'est intéressant parce que c'est une manière justement de protéger l'équilibre et les interdépendances et les solidarités. Il y a aussi une jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur la protection des peuples autochtones à travers une réinterprétation de la notion de propriété pour introduire l'idée qu'une propriété peut être collective et appartenir. Donc la notion même d'appropriation devient différente. Mais ces responsabilités, elles sont encore très, très parcellaires. Et l'idée dominante, c'est quand même une large impunité des pouvoirs les plus présents, ceux qui font le plus de dégâts d'une certaine manière. Vous voulez que je continue? Oui, si vous avez envie. Oui, c'est pour vous donner les 2 derniers points sur lesquels on peut continuer à parler, évidemment. Donc ce projet est abandonné parce que Valérie Pécresse est passée à la région. Il n'y a plus de... C'est ça, hein. Il n'y a plus de sous pour l'AEV, donc c'est fini. Voilà, c'était les projets. Un autre très important et qui touche au génie naturel. 8 hectares à Cargèse. On est sur la propriété du CNRS, là où Charpak venait faire ses recherches. On me demande un projet paysager, on le fait. Il va commencer d'ailleurs bientôt à être exécuté. Et un protocole de recherche associé à mon métier. Et là, j'ai proposé la conversation entre les plantes, qui a été acceptée. Il y a donc 4 scientifiques qui sont sur ce projet de recherche qui consiste à mieux connaître ce que les plantes ont mis au point depuis des millions et des millions d'années avant que nous ne soyons là, pour assurer leur pérennité, régler leurs problèmes, etc., chasser les êtres qui les gênent ou au contraire attirer ceux qui leur conviennent. C'est dans des mécanismes complexes de coévolution. Et tout ça est très, très, très mal connu, ce qui fait que illusion de la maîtrise, on va toujours contre pour ne garder qu'une espèce qui est celle qu'on exploite. On tue tout le reste et on sait que c'est un drame. Donc on ferait mieux d'aller comprendre comment ça fonctionne pour dépenser moins d'énergie contraire et obtenir des résultats tout aussi comparables et bénéfiques. Alors ça se passe donc là, c'est un joli endroit. Ils sont en train d'agrandir les bâtiments, tout ça. Le projet est sur ces 8 hectares. Il y a des espaces réservés pour les scientifiques. Et pour information, il y en a qui vont travailler sur l'anémomorphose, ça c'est les forces naturelles, dont celle du vent, mais beaucoup plus d'autres sur la conversation chimique et énigmatique, j'allais dire, magnétique, etc. Ça c'est chez moi, dans la Creuse, c'est la piloselle. C'est une petite plante qui chasse les autres, elle émet des toxines et elle enlève les graminées. Mais on ne nous a jamais dit ça. Hein. Nous, en classe, on nous a dit, les graminées, vous les tuez si vous voulez avec un produit, vous le voilà la dose, prenez la recette par cœur et tout. Ben oui, mais non, on pourrait peut-être jardiner autrement. Mais comment fait-on pour faire ça? Comment y arrive-t-on? On est très mauvais, on est au balbutiement de ces choses-là. Ça, c'est très connu comme exemple. C'est l'histoire de l'acacia épineux. Vous savez, l'impala qui arrive, alors l'acacia émet une toxine, l'impala s'en va parce que c'est vraiment pas bon, mais il va avoir d'autres là-bas, sauf que pendant ce temps-là, l'acacia a émis un gaz éthylène qui a prévenu tous les autres, et là, ils sont tous empoisonnés, et s'ils y arrivent, les impala qui là, ils tombent par terre. Donc c'est très au point. Une conversation qui est de plante à plante et de plante à animaux. Et ça, c'est les peu d'exemples qu'on connaît. On connaît très, très, très peu. Et il y en a pour, à mon avis, pour toutes les plantes. Et nous, jardiniers, on ne sait pas, quoi. C'est grave, hein. Ça, c'est une image qui montre, elle est prise par-dessous. Il y a 2 arbres de la même espèce, c'est un Samanea, et ils sont du même âge. Et on voit une lumière, là. Ils ne se touchent pas, ils ne s'interpénètrent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est les scientifiques qui appellent cette lumière-là, la fissure de timidité. Parce qu'ils sont des poètes, hein, vous savez. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas le nommer, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais vraisemblablement, il y a une conversation aussi. Il y a un échange entre le feuillage et peut-être les racines. Bon, on ne sait pas se servir de ça, du tout, du tout. Ça, c'est Cargèse. Or, j'apprends, j'espère quand même qu'on va s'en sortir, mais que le projet paysager se fait.
Mais le projet scientifique, pas sûr, parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent. Enfin, c'est pas acceptable, quoi. C'est juste une piste qui intéresse énormément de monde, hein. Il y a Bruno Mouliat qui a déjà fait des recherches à l'INRA de Clermont là-dessus. Il y a heureusement des gens qui ont travaillé un peu dessus. Il y a des livres qui ont été publiés récemment par un Allemand sur ces questions justement de cohabitation, véritablement magnifique, hein, entre les plantes. Mais pour passer à exécution, c'est-à-dire jardiner avec, on nous en empêche, hein, manifestement. Alors là-dessus, j'ai peut-être une question marginale, mais est-ce qu'on a besoin uniquement du savoir scientifique? Est-ce qu'il n'y a pas ce que le mouvement ATD Quart-Monde avait beaucoup insisté sur le fait qu'il y a le savoir des savants et le savoir des sachants, c'est-à-dire le savoir du vécu. Est-ce que là, c'est pas la même chose? Moi, je ne sais pas répondre. Mais j'ai posé une question. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dédoublement du savoir, oui, ou plutôt d'un savoir à deux, peut-être d'une tension d'ailleurs, parfois entre deux types de savoir, celui des savants, des scientifiques, voire quand ils sont experts, des experts, et puis celui de ceux qui vivent directement sur le terrain. Oui, mais il y a un livre qui s'appelle Le poireau aime la fraise. Ah. C'est-à-dire qu'il tient compte de ce genre de choses, de communication positive ou pas. Mais c'est juste empirique. Là, c'est le savoir des sachants. Alors, Oui, ça, c'est ça, c'est le savoir des sachants. Mais si tout à coup... L'idée, c'est le croisement des savoirs, en fait. Oui, mais si tout à coup, il y a le législateur poussé par les lobbies qui fait une loi qui vous interdit de mettre le poireau à côté de la fraise. Oui, mais c'est là Comment on fait? C'est là que le problème doit être pensé en termes de cohérence, oui, au-delà des possibilités du législateur. Oui. C'est là qu'on a un certain rôle peut-être pour le droit international et pour des principes comme celui qu'on évoquait tout à l'heure, solidarité planétaire. Voilà. Et là, j'avais posé une clause, hein, qui est dans le texte de ce projet, où je demande à ce que précisément on soit protégé, peut-être par un juriste, une juriste, peut-être vous, Mireille. Peut-être qu'il faut un avocat, enfin je ne sais pas. Il ne faut pas donner trop d'importance aux juristes. Non. Mais l'idée était qu'on soit protégé par le simple fait de faire passer l'information que les scientifiques, de la découverte des scientifiques, immédiatement sur Internet, et que les gens s'en servent ou s'en servent pas, mais que ce soit gratuit. Et que si pendant ce temps-là, il y ait un laboratoire qui brevette la chose, ce serait très difficile à enrayer, mais qu'il ne fasse pas pression sur les législateurs pour nous empêcher de nous en servir. C'est ça que je ne peux pas comprendre. Là, vous vous heurtez au dogme du grand marché. Ah ben c'est sûr. Oui, ça je comprends. Alors juste le dernier exemple. Là pour le coup on a fait un objet symbolique. Il s'agit de l'eau dont on parlait au début. Il se trouve que je monte sur le mont Jabier de Jonc. On est en Ardèche sur la ligne du partage des eaux. Et c'était en 2009. C'était 2 mois et demi après une période de sécheresse. Il y avait vraiment, tout était grillé alentour, et même les chênes verts avaient perdu des marrons. Et vous savez que c'est au pied de ce mont que naît la Loire. Bon. Alors, on monte, je vois tout ça un peu grillé, tout va bien. Et puis, arrivé, là malheureusement, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais dans cette fissure, on est presque en haut, il y a une goutte qui tombe. Je dis, mais d'où vient-elle? C'est pas possible, depuis 2 mois et demi. Elle ne vient pas de la pluie, donc il n'a pas plu du tout. Donc j'analyse le mont Jabier de Jonc comme une tour à eau, c'est-à-dire comme un piège de l'humidité de l'air pendant la nuit. En général, c'est comme ça que ça se passe. La condensation se fait dans cette période et ça sointe à l'intérieur. Bon, si c'est ça, alors la Loire, elle n'est pas du tout en bas, mais en haut. Et il faut refaire la carte de France. Elle part des deux côtés, vers la Méditerranée, vers l'Atlantique. Je m'amuse et je dis ça au PNR, Parc Naturel, qui me dit « Ah, mais c'est intéressant. » Ils ont pris la chose au sérieux. Et là, je me suis retrouvé un peu coincé. Parce que j'ai dû aller voir un physicien à Paris qui m'a dit oui, ça peut fonctionner comme ça. Et on m'a fait la commande d'une tour à eau. Comme symbole, il n'y a pas besoin d'une tour à eau pour capturer l'humidité de l'air en Ardèche. Il y en a suffisamment, il pleut quand même. Mais c'était des choses dont j'avais entendu parler quand j'étais étudiant pour les déserts, les endroits où il n'y a pas d'eau. Et c'est donc précieux, hein, parce que comme on disait depuis le début, on ne peut pas vivre sans l'eau. Donc on choisit un site, on a mis un certain temps,
avec une équipe, Bernard Mingard, qui est quelqu'un que je savais capable de faire une construction en pierre sèche, plus Ellipse, ils sont 5, et on choisit, les pierres n'étaient pas là, on les a fait venir, on est dans un bel endroit de Gentiane, et on a commencé sur cette base-là. C'est une architecture de pierre sèche, avec des ailettes qui sont censées recueillir mieux l'humidité et la faire couler dans le cœur. Ah bon, ça marche pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc c'était ça, et on n'a pas fait de plan technique, moi j'ai fait que ça, hein, c'est tout. Hein. Et je leur ai donné. Eux, c'est des magiciens, hein, c'est des artistes, et ils ont commencé à travailler sur cette base. Et la tour, elle s'est faite en 3 semaines, 1 mois presque. Ça a été inauguré en juillet. Voilà, c'est à la Chaumasse, c'est près du mont Gerbier de Jonc. Et c'était complètement expérimental, hein, quand j'ai dit à l'ingénieur en question, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, ce ne sera pas un gros rendement, mais ça peut marcher. Bon, ça c'est l'endroit où on accède à la cuve. Donc voilà, ça se passe. Alors il y a des trop-pleins, un qui va vers l'est et un vers l'ouest, un vers la Méditerranée plutôt, et vers l'Atlantique, on est d'accord. Et finalement, au bout d'1 mois, c'était incroyable. L'eau, elle s'est remplie. Il paraît qu'elle est buvable, hein, parce qu'ils ont fait l'analyse. Donc ça, c'est pour parler de l'eau. Oh, bah, c'est dommage. C'est pour parler de l'eau, mais à titre symbolique, mais qui est un problème tellement crucial. On nous fait payer le mètre cube. Mais à qui il appartient, ce mètre cube? À qui? Qu'on nous fasse payer la tuyauterie, c'est d'accord. Et comment elle s'appelle, Madame Mitterrand? Danielle Mitterrand avait fait dans son assaut, avait travaillé sur cette question, où elle proposait qu'on ne paye pas le mètre cube. Alors il y a quelques maires de quelques communes qui ont repris la gestion de l'eau, en particulier venant des sources, venant de là où ils ont l'eau qui arrive, ne faisant pas payer le mètre cube quand même, et ne faisant payer que les services. Mais c'est tout, quoi. Ça change complètement le prix au bout du compte. Hein. C'est plus la même chose. Hein. Ça, c'est à Montsartou en particulier que c'est arrivé. On est quand même dans le Midi. Donc vous voyez, il y a quand même des gens qui osent le faire. Hein. Et pour l'instant, ils n'ont pas été attaqués par Veolia. Hein. Je ne sais pas qui. Ça, c'est le rôle des citoyens, en fait, de l'action civique, et pas seulement l'action étatique. C'est pas tout. Le rôle du citoyen, la capacité d'imagination aussi, d'invention de solutions qui ne sont pas préétablies, tout ça me paraît très important pour répondre à votre question. Peut-on imaginer une gouvernance moins technocratique? Je crois que j'ai parlé tout à l'heure du savoir sous les 2 angles, savoir des savants, savoir des sachants, mais il y a aussi la notion de citoyen face au pouvoir. Et je crois qu'il y a une réorganisation de l'action citoyenne qui est en cours. Alors citoyen, d'ailleurs, ça veut dire des tas de choses. Ça veut dire citoyen dans sa ville, ça veut dire citoyen dans son pays, ça peut vouloir dire citoyen dans sa région. On est citoyen européen maintenant, en théorie au moins. Et on pourrait commencer à imaginer et à réfléchir sur le citoyen du monde. Et là, je crois qu'on a besoin aussi de réflexions en dehors du droit, qui n'arrive finalement que derrière, en seconde position. Donc vous placeriez le droit derrière le jardinier. Enfin, oui, en tout cas, derrière, mal formulé. Derrière, oui, dans la mesure où le jardinier participe à l'action citoyenne, je pense que, regardez ce qui s'est passé pour le changement climatique. On n'a pas résolu le problème, loin de là, mais on a quand même fait bouger les États. Puisque à Paris, en 2015, il y a eu un consensus de tous les États, 195 États, ce qui n'était pas rien, pour se mettre d'accord sur les objectifs communs. Ce n'est pas un droit commun, ce sont déjà des objectifs communs, avec des objectifs quantitatifs sur le pourcentage d'émissions de gaz de réchauffement admis, et des objectifs qualitatifs sur les alternatives, les énergies alternatives. Or, pour arriver à ça, ce ne sont pas les États qui ont pris l'initiative. En fait, il y a eu une sorte d'alliance entre les savoirs, les scientifiques, les climatologues, qui ont commencé depuis des années à démontrer progressivement les risques croissants de réchauffement, et les citoyens. Et cette alliance objective, je dirais acteurs civiques, acteurs scientifiques, pour jargonner un peu, elle a fait bouger
en fait, les pouvoirs, mais pas tout de suite les pouvoirs politiques, elle a fait bouger les pouvoirs économiques, les entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se sont investies dans la lutte contre le changement climatique, en créant d'ailleurs des nouveaux marchés. Mais pourquoi pas, si ça peut aider à résoudre le problème. Et en dernier, on a vu bouger les États. Mais en dernier. Donc, c'est vraiment l'action de ce qu'on appelle quelquefois la société civile, mais c'est un terme très vague parce qu'il y a un peu toutes les catégories que j'ai énumérées sont dedans. Mais plus précisément, les acteurs scientifiques, les citoyens, les pouvoirs économiques, et à ce moment-là, en dernier, les États vont commencer à bouger. Oui, mais alors, comment vous répondez à la question que vous soulevez vous-même Quand je soulève une question, je n'ai pas toujours la réponse. Non, je comprends. Le délit de solidarité. Le délit de solidarité, vous l'évoquez. Si ces citoyens dont vous parlez s'entraident entre eux, que tout à coup, il y a quelqu'un qui vient dire non, vous n'avez pas le droit, c'est arrivé dans ma région. Donc je peux vous l'indiquer. C'est Lily Lafronde, elle s'appelle, qui était outrée parce qu'elle était postière et elle a dénoncé le système qui consiste à interdire aux facteurs de parler aux personnes à qui ils remettent le courrier, parce que ce serait une perte de temps, ou d'apporter un médicament. Et c'est arrivé pour un facteur qui a été licencié en Creuse, parce qu'il avait apporté un médicament à une vieille dame. Je ne sais pas, c'est quoi la solidarité? C'est un délit de solidarité. Alors il faudrait, pour qu'ils aient le droit, que ça fonctionne, il faudrait payer 35 €. Si la vieille dame paye 35 € par mois, elle a le droit à parler au facteur. Non mais on va où? Je vous le dis, c'était... J'ai rien inventé non plus là. Mais là, ce qui a évolué, c'est sur l'alerte déjà. Parce que le pouvoir d'alerte, c'était interdit. Et maintenant, au contraire, c'est protégé. Les lanceurs d'alerte sont protégés par le droit. Donc il y a eu une évolution. Donc les actions de solidarité, d'abord, on peut dire que dans beaucoup de cas, elles peuvent invoquer un autre dispositif juridique qui est le devoir de porter secours à personne en péril. Alors ça ne marche pas dans le cas que vous avez cité, mais ça marche dans le cas du secours à des réfugiés. Vous savez que des personnes qui ont apporté des secours à des réfugiés ont pu se trouver poursuivis. C'est là qu'on a employé le mot délit de solidarité. Mais là, il y a un argument juridique qu'on peut développer. Et je crois que derrière ces questions précises et concrètes, il y a quand même l'idée qu'est-ce qu'on appelle être citoyen. Et arriver à redéfinir, parce que la citoyenneté, ça paraît un concept un peu vieillot, qui n'intéresse plus grand monde. Je crois qu'il faut arriver à redéfinir dans la situation actuelle telle qu'elle est, une sorte de statut du citoyen, à tous les niveaux. Alors, j'ai une image à vous proposer, mais pour le statut du citoyen, est-ce qu'il doit faire... Est-ce que tout le monde doit faire la même chose et se mettre dans l'ordre? Surtout pas. Comme ça? Ça, c'est très bien. Ça vient d'où, cette image? Ça vient d'où? Ça, c'est une amie qui me l'a envoyé. La preuve que l'on coupe trop d'arbres. Oui. Super. Donc on est tous tenus par... Non, ce qu'il faut arriver à intégrer, c'est l'idée que le commun, ce n'est pas l'uniforme. Voilà. Ce qui est en commun, ce n'est pas forcément quelque chose d'uniforme. Et de même que les responsabilités communes sont des responsabilités qui doivent être différenciées selon le contexte. Donc je crois que déjà l'idée de départ que si c'est commun, c'est forcément uniforme, il faut lutter contre, parce que c'est une idée fausse. Commun différencié, c'est ça. On revient à ça. L'objectif. Ils sont tous différents. Oui, bien sûr. Oui, moi je partage aussi cette vue-là, mais d'un point de vue de la loi, moi c'est vraiment un métier, une question que je ne connais pas du tout. Est-ce qu'on peut l'envisager, ça? Envisager quoi? La complexité, de la prendre en compte, et non pas l'uniformité? Oui, on commence à avoir des termes juridiques, alors surtout dans le droit international, plus que dans le droit interne. Et dans le droit international, si je reprends l'exemple du climat, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel il y a eu plus d'avancées que dans les autres domaines de la gouvernance mondiale. Si on prend le domaine du climat, il y a un principe qui était posé déjà à Rio, d'ailleurs, et à Kyoto,
qui a été réexpliqué et peut-être mieux expliqué à Paris dans les accords de 2015, c'est responsabilité commune mais différenciée des États. Et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Responsabilité commune, les objectifs sont communs. Et on arrive à les définir précisément. Ce n'est pas un vague objectif, la qualité du climat en général, c'est réduire les réchauffements maximum 2 degrés, si possible 1,5 par rapport à la période d'industrialisation. Et ce sont des objectifs qualitatifs d'énergie alternative. Ça, c'est la partie commune. Mais dans la mise en œuvre de ces objectifs, il serait absurde de demander à tous les États du monde de mettre les mêmes règles en application sans tenir compte du contexte. Donc dans la mise en œuvre, il y a une sorte de contextualisation du droit commun par référence. Alors ça peut être au passé historique. Il y a des pays qui ont pollué pendant fort longtemps, alors que d'autres n'ont aucune responsabilité dans l'état actuel de dégradation du climat. Donc il est normal que la responsabilité ne soit pas la même, la mise en œuvre soit plus rapide, exigée de façon plus urgente pour les pays qui ont depuis longtemps pollué. Et puis il y a le contexte économique, il y a le contexte géographique, il y a le contexte culturel. Donc un commun qui soit différencié selon le contexte. Et là je raisonne au niveau supranational, donc quand je parle du contexte, c'est le contexte national, mais vous pouvez faire le même raisonnement au niveau national en disant objectif commun, mais localement des contextes différents. Donc on peut introduire l'idée du commun différencié un peu à tous les niveaux. L'idée, c'est des objectifs communs et une contextualisation, mais pas n'importe quoi sous prétexte de contextualiser. Donc des critères de contextualisation assez précis. Et ça permet d'avoir, alors on peut employer tous les mots qu'on veut, un universel multiple ou pluriel, ou un pluralisme ordonné. Et je crois que c'est la direction, mais c'est ça que j'appelais au début la nécessité de faire bouger les lignes dans la manière de penser le droit et de sortir de la vision statique et hiérarchique et unifiée des grandes images de la pyramide des normes, etc., pour au contraire avoir une vision évolutive et interactive. Penser le droit de façon interactive et évolutive, je crois que c'est la bonne direction pour répondre au genre de questions que vous posez. Mais c'est une sorte de révolution culturelle. Alors, je n'ai plus d'image, parce que la dernière, vous l'avez vue déjà. C'était... Il y a peut-être des questions aussi. Mais il y a peut-être des questions. Oui. Sur les images ou sur d'autres points? La désobéissance civique. Il y a un petit traité de désobéissance qui a été publié il y a 3 ans par un avocat, William Bourdon, qui fait l'inventaire des dispositifs qui encadrent mais permettent dans certains cas la désobéissance civique. Petit traité de la désobéissance, ça s'appelle. Liberté, c'est un mot très très large. Vous avez la liberté du commerce, vous avez la liberté d'aller et venir, vous avez la liberté sous forme de liberté d'expression.
c'est extrêmement large. Il vaut mieux mettre le pluriel, alors, les libertés. Alors, le grand débat à l'heure actuelle en France, c'est le débat liberté-sécurité, qui n'est pas nouveau, puisqu'on l'a eu ici en 1981, à l'époque d'Alain Peyrefitte. On avait déjà eu le débat sécurité-liberté. Donc il y a une tension sécurité-liberté. Après, il peut y avoir une tension entre différentes libertés. La vie privée et la liberté d'expression sont souvent en tension, par exemple. Donc c'est là qu'on retrouve un peu la problématique des quatre vents, c'est-à-dire qu'on a des tensions entre ce que j'appelle des vents contraires, et on ne peut pas choisir entre ces vents contraires. On est obligé donc de trouver des méthodes pour les faire fonctionner ensemble, en même temps, dirait notre cher président de la République, mais encore faut-il savoir comment on les fait fonctionner ensemble. Sécurité et liberté, liberté, compétition et coopération, parce que dans beaucoup de questions que vous avez posées, il y a ça en filigrane, l'esprit de compétition par rapport à l'esprit de conservation. Il y a l'esprit d'innovation aussi par rapport à l'esprit de conservation, il y a l'esprit d'exclusion par rapport à l'esprit d'intégration. Donc il y a toute une série de tensions, et l'exemple des libertés est parmi d'autres pris dans ces tensions. C'est pour ça que je parlais au début du poteau noir, quand les vents contraires soufflent de façon trop violente, soit on est paralysé, on ne sait pas quoi choisir, donc on est paralysé, c'est un peu la situation de l'Europe, ou alors on va vers le naufrage, et ça peut être paralysé puis naufrage. Si je peux me permettre à ce sujet, vous avez écrit, parce que c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah, c'est bien. Il n'y a pas de... Non, il y a un point d'interrogation. Ah oui, là, il y a un mauvais point, au contraire. Non, c'est pas mauvais, je me pose une question. Vous dites, par sa dynamique et sa tendance à l'accélération, l'esprit d'innovation serait directement contraire à l'esprit de conservation, associé à la lenteur de la pensée écologique, à l'idéologie de la décroissance et aux politiques de sobriété. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas d'opposition, enfin, je ne vois pas pourquoi l'écologie, pourquoi la pensée écologique serait dans la conservation. Ça, je ne comprends pas du tout. Oui, étant donné que l'écologie, c'est radicale. Alors ça, c'est l'écologie de ceux qui n'ont pas compris ce qu'était l'écologie. Oui, vous avez raison. Là, oui, en fait, dans mon esprit, ça change tout le temps. C'était l'écologie radicale. Ah, voilà, d'accord, ça y est, tout va bien. Donc je vais regagner une petite étoile. Il est oikos, la science du... Non, mais ce que j'avais à l'esprit, oui. C'était l'écologie radicale. D'accord. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a besoin des deux. En fait, on a besoin d'innovation et de conservation. Donc, c'est vrai que le bon écologue, si on peut dire, il doit faire les deux. Et notamment sur les énergies alternatives, c'est de l'innovation dont on a besoin. Donc, on a besoin d'innovation et de conservation, mais souvent, elles sont opposées l'une à l'autre. Et là, c'est... Alors, j'aime pas les choses trop binaires, la bonne et la mauvaise écologie, parce qu'il y a des tas de catégories intermédiaires entre les deux. Mais en tout cas, ce que j'avais à l'esprit dans cette phrase-là, c'était l'écologie radicale. Et ce sur à quoi je tiens, c'est l'idée qu'il faut concilier l'innovation avec la conservation. Les droits humains ne facilitent-ils pas, ne soutiennent-ils pas les moyens de la santé? Est-ce que le bien-être et le bien commun de la santé pourraient être utiles vers une cohérence de la croisée des savoirs? Je veux dire qu'on connaît, il y a beaucoup de résultats d'études qui ont porté sur les conséquences de l'agriculture actuelle, de tout ce que vous évoquiez. Si on intègre finalement peut-être une triade entre le jardin planétaire, le droit et la santé,
est-ce qu'il pourrait y avoir une responsabilité collective? À quel choix, quelle décision prendre à tout instant qui menace la santé? Parce qu'il n'y a jamais eu autant de croissance des maladies. Vous savez, la santé a été considérée par les économistes qui ont inventé le concept de bien public mondial comme un bien public mondial. Donc on retrouve la même expression de bien public mondial à propos de la santé. Et puis parallèlement, il y a un droit à la santé aussi, dans les droits sociaux et culturels, économiques, sociaux et culturels, il y a un droit à la santé. Donc la santé n'est pas en dehors de la réflexion d'ensemble. Cela dit, l'articulation par rapport à l'écologie, je ne sais pas, je pense qu'elle est évidente. Alors elle est évidente, mais seulement à partir du moment où on a placé dans le gouvernement idéal, auquel je rêve parfois, le ministère de la connaissance extrêmement haut et obligatoire pour tout le monde, et où là, on aura compris, parce qu'on saura nommer les plantes, les animaux, on saura ce que c'est que le dosage de je ne sais pas quoi pour la santé, et on aura suffisamment d'informations pour comprendre et choisir si on veut s'empoisonner ou pas. Il y a quand même beaucoup de gens qui font des choses idiotes parce qu'ils ne savent pas du tout qu'ils les font. Ça voudrait dire, je finis juste parce qu'il faut que je me mette debout pour ça, qu'on a le ministère de la Santé là, non, c'est pareil, de la connaissance. Alors justement, santé, logement, nanana, etc., tous les autres. Et puis là, c'est le ministère de l'économie. C'est bien, ça me fait faire un peu de sport, qui est là, qui ne donne pas ses lois. Vous n'êtes pas en train de refaire une hiérarchie pyramidale? Si. Mais comme elle est actuellement comme ça, si on l'inversait, on ferait déjà un progrès. Après, on peut faire de l'horizontal. Moi, je préfère les choses plus horizontales. Quand même. Oui, juste une petite réflexion par rapport à ce que vous dites. Vous parlez de droit, ça me fait penser à responsabilité, et je sors de 3 jours de convention des intercommunalités. Et donc, forcément, c'est dans les structures de décision, de gouvernance. Et par rapport à ce que vous me dites, je pense qu'on est incapable, en tant qu'élu, alors moi les élus, je les mets en bas de la pyramide, vu qu'ils sont au service de tous les autres. Je crois qu'on est incapable de trouver des tailles appropriées de nos structures de prise de décision ou d'information pour pouvoir résoudre les problèmes. Je vais prendre juste un système, un schéma. Hein. La compétence de l'eau, elle peut être aux communes, elle peut être confiée aux entreprises, mais tout ce qui est l'assainissement, on sait bien que ça passe dans les égouts des uns et des autres, ça va finir dans la Loire, et ça finit à Nantes où il y avait la Convention. Et le constat qu'on avait, c'est que on essaye de mettre en place des schémas en disant, oui, l'intercommunalité va avoir telle compétence. Compétence de l'eau et de l'assainissement par la GEMAPI, par exemple. Or, on constate qu'effectivement, il y a des bassins versants. On a tous des frontières, les frontières de la commune, les frontières de l'intercommunalité, les frontières du département, de la région. Enfin, on a chacun son chez-soi, son petit jardin, son précaré, on peut dire comme ça. Et on est en difficulté de trouver un équilibre pour que ce qui est vrai aujourd'hui puisse évoluer avec l'évolution de la connaissance dont vous parlez, et trouver justement des solutions qui soient dans le mouvement. C'est-à-dire que nos structures d'État, de nation, font qu'on a un découpage qui fait qu'effectivement les responsabilités des uns et des autres sont avec des découpages que je qualifierais de géographiques ou de densité d'habitants. Hein, celui qui a le plus d'habitants est plus fort que celui qui en a moins dans la prise de décision, vu qu'il a plus de voix. Et donc, moi, ça me pose la question de l'équilibre de la démocratie, de la responsabilité, et je reviendrai aux plantes en disant, par rapport à ce que vous disiez, il y a aussi des plantes qui sont invasives, d'autres qui se font une lutte sans merci, et puis certaines disparaissent, donc elles sont obligées d'aller ailleurs. Et donc c'est toute cette connaissance que vous parliez d'équilibre et d'évolution des uns avec des autres qui me fait penser à ça. Voilà. Donc c'était une réflexion. Je n'ai pas la solution, mais je pense que la notion d'équilibre entre effectivement le poteau noir et puis les vents contraires, enfin voilà, il faut trouver le juste milieu, et c'est pas simple à trouver parce que c'est dans le mouvement, et on a toujours tendance à vouloir figer les choses pour pouvoir savoir qui est responsable de quoi, comment je prends ma décision, au nom de qui, dans l'intérêt de qui, et des fois c'est contraire aussi.
Alors là, vous avez vraiment dressé le tableau de la grande problématique du jardin planétaire. Les oiseaux, ils ne connaissent pas le cadastre, et puis l'eau non plus. Ils n'ont pas de région, il n'y a pas de frontière, en fait. Et on est tous acteurs, tous. Parce que si on décrète que la planète est un jardin pour les raisons que je vous disais, on dit dans le même temps, tous les citoyens de la planète sont des jardiniers, sauf qu'ils ne le savent pas. Ça veut dire qu'ils ont simplement une action sur le terrain qui est le leur, à l'endroit où nous sommes, puis c'est l'effet papillon que vous connaissez, et tout ça fait tout le tour. Donc les problèmes que vous évoquez sont ceux d'une absence de considération de ce constat, du fait que nous sommes absolument tous liés. Il faudrait que nous ayons une mise à niveau de la réglementation pour obtenir une eau saine sur la planète, pas sur une petite région, pas sur un secteur. Et ça, ce sera peut-être, alors là peut-être, je ne sais pas comment on peut l'imaginer, c'est dans longtemps. Malheureusement, ça ne va pas du tout avec les échéances électorales, tout ça, mais ce sera peut-être le jour où les terriens auront un ennemi commun. Là, ils se seront peut-être solidaires. Pour l'instant, ils se battent entre eux comme des enfants, mais vraiment des gamins. Hein. C'est terrible, mais ils n'ont pas de cohésion, de solidarité sur des problèmes qui sont pourtant tous des problèmes qu'ils ont en commun. C'est très bizarre. Alors même si un pays comme je sais pas, la France, admettons, tout à coup éclairé, dirait je veux faire ça, c'est-à-dire qu'on met toutes les régions, pas facile, en accord pour régler ces problèmes-là, elles seraient peut-être isolées dans le monde. Il faudrait voyez. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est vers cette direction qu'il faut aller quand même. Alors les invasives. Là, pour moi, tant qu'il existe encore des conditions biotiques capables de faire vivre les êtres que sont des plantes ou des animaux, quelles que soient leurs origines géographiques dans le monde, il faut accepter. La jussie, qui est une plante invasive dans l'eau, est arrivée dans les marais d'Orx. C'est une plante d'Amérique. Pour la première fois, c'est dans les Landes. C'était un marais qu'on avait asséché pour faire du maïs. Je ne vous dis pas quand on l'a remis en eau, parce que c'était trop coûteux de maintenir le pompage, la pollution de cet endroit-là, infernale. Elle était là, parce qu'elle était arrivée par, je ne sais pas, les Basques ou d'autres. Bref, elle s'est multipliée. Mais merci, la Jussie, de vivre dans une eau aussi pourrie, quand même. Elle a tout envahi, elle fait peur, elle est partout. D'accord, mais on a tout pollué. Pour arriver à avoir la diversité qu'on a dans les bassins versants, il faudrait, pour commencer, dépolluer les sols agricoles. Ça veut dire pratiquer complètement autre chose. Et à ce moment-là, ce ne seraient pas les nitrophiles qui viendraient, c'est une nitrophile, elle mange le nitrate, qui viendraient là. Ce seraient d'autres espèces. On aurait une diversité qui se réinstallerait éventuellement. Donc là, nous ne faisons pas du tout attention à ça. On dit on va lutter contre cette espèce. Mais on devrait la remercier et pas lutter contre. Alors après, il y a d'autres plantes. La renouée du Japon, elle fait un peu peur, elle agace tout le monde, ça c'est vrai, mais elle s'installe pour commencer dans les endroits qui ont été travaillés, qui ont été bouleversés. On pourrait dire le tiers paysage, qui est l'endroit que l'on laisse, qui est le lieu où vient une diversité chassée de partout ailleurs, mais aussi qui se reconstitue en forêt, on le laisse tranquille pendant un certain temps, la Jussie, elle ne viendra pas là. Comme la vigne marronne n'est pas venue dans les forêts de l'île de la Réunion, elle est là où on a travaillé le sol, elle vient en pionnière, et tout est comme ça. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude du tout sur ces choses-là, parce qu'à un moment, il y a la réponse du milieu. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui se fait. Vous voyez, la Caulerpa taxifolia dans la Méditerranée, on vous disait « Ah ouais, c'est la plante invasive, etc. » On l'appelait, enfin, une plante qui tue, quoi. Bon. Et le milieu a répondu. Au bout d'un moment, ça a pris pas très longtemps, d'ailleurs. Elle a régressé. Elle est en diminution. Et maintenant, elle est remplacée par deux autres Caulerpa, qui sont, elles, arrivées toutes seules et non pas par l'aquarium de Monaco, parce que la Méditerranée s'est réchauffée de 2 degrés et qu'elle s'est acidifiée. Et là, on est sur une échelle, on est dans le jardin planétaire. Donc c'est extrêmement compliqué, mais ce n'est pas ça qui moi, m'inquiète le plus, vraiment pas du tout, du tout. C'est la disqualification du milieu. Ça veut dire quand on l'a rendu stérile, comme sur les terres de Saclay, là, que je vous montrais tout à l'heure, pareil pour l'eau, pareil pour l'air. Là, la vie, si elle est plus possible, elle est plus possible pour personne.
Est-ce qu'on pourrait ajouter le passage de votre livre qui concerne l'évolution constante ou inconstante? Parce que dans tout ce débat, il me semble qu'on présuppose une sorte de réponse constante aux différents problèmes, évolutive mais constante. Et alors vous dites quelque part, l'évolution constante présente un risque d'effondrement. En revanche, l'évolution inconstante se déploie sans hiatus par rétablissement successif. Autrement dit, c'est le contraire de l'idée reçue que la constance sera un gage de résistance au temps. Vous vous dites c'est l'inverse. C'est l'inconstance qui est un gage de résistance au temps. Ce serait intéressant que vous le situiez par rapport à la discussion. Oui, c'est lié d'une certaine façon. Si je dis ça, c'est parce que on a vu, ça c'était les études de botanique, que des plantes qui sont adaptées, on appelle ça l'adaptation, quand un être vivant est adapté et qu'il est finalement sclérosé dans cette adaptation, s'il y a un changement brutal, là c'est le mode de sélection darwinien, il ne passe pas. Si au contraire, il est dans un mode d'évolution qui n'est pas celui-là, c'est-à-dire qui n'est pas parfait et fermé et arrêté, alors là, il va interpréter, cet être vivant va interpréter l'événement et se transformer. Et ça, c'est le transformisme lamarckien. Et le mode d'évolution du transformisme lamarckien, dont on reparle un tout petit peu sans citer Lamarck, parce que je ne sais pas pourquoi on ne veut pas parler de lui, il est beaucoup plus long et beaucoup plus important dans le temps. C'est celui qui a fait passer toutes sortes d'espèces qui vivaient il y a extrêmement longtemps. Les fougères dont on parlait, je crois, tout à l'heure, Florence Marty, qui deviennent rousses à l'automne, qui sont partout dans les sols acides. Elles sont des plantes il y a tellement longtemps, c'est comme des libellules, quoi. C'était extrêmement vieux. C'est extrêmement vieux, c'était les premiers insectes. Ils sont toujours là, Donc ils ont dû se transformer. Ils sont dans le parcours du transformisme lamarckien. Le transformisme, c'est au cours de la vie, on apprend quelque chose que l'on intègre et que l'on passe à sa descendance. Alors aujourd'hui, on accepte cette idée dans la mesure où on le met dans l'épigénétique et non plus dans la génétique, car ça ne change pas le génome. On s'en fout si ça ne change pas le génome. Si ça change le comportement et le phénotype, c'est quand même vachement important, quoi. Donc il y avait une espèce de blocage sur le darwinisme qui n'est absolument plus justifié aujourd'hui. On a un peu déraillé là. C'est important comme constat, parce que ça donne à réfléchir, y compris pour les systèmes d'organisation sociale aussi. Et ça donne surtout de l'espoir. Vous imaginez, un enfant qui naît, il n'est pas bon, il est fini, hop, jeté, terminé. Un autre, il est bon, il passe. Mais ça veut dire quoi? Il a le temps de se transformer dans le cours de sa vie. Donc ça donne de l'espoir. On termine sur la note d'espoir. Et je voulais juste vous soumettre une petite proposition, c'est de réfléchir ensemble sur la nouvelle révolution en cours, après Copernic qui nous a dit que la Terre n'est pas au centre du système solaire. On a découvert ensuite que le Soleil n'était pas au centre de l'univers. Et on est peut-être en train de découvrir que l'homme n'est pas au centre de la Terre.